le micro. Voilà. Petit vent frais, comme vous pouvez le voir déjà, la météo, il fait du soleil, hein, contrairement à hier. On vous a laissé sous la tempête de vent avec un vent à 60 km/h et puis après la Manche, il y a eu un déluge de pluie. Bon, aujourd'hui, c'est enfin l'Italie, c'est très ensoleillé. Par contre, il fait un peu frais, hein, il y a un petit vent vraiment. Alors, c'est la même direction qu'hier. Le vent descend la rivière, enfin le canal en l'occurrence, donc le canal Bianco, pour tous ceux qui n'auraient pas suivi jusqu'à maintenant nos lives sur ce championnat du monde. Donc, c'est le canal Bianco à environ une cinquantaine de kilomètres au sud de Pise, dans la zone alluviale du Pô, le Pô, le plus grand fleuve d'Italie, je le rappelle. Alors, on a vu ensemble le classement hier, il y a eu quelques petits ratés au niveau du classement par la Fédération internationale. Donc l'équipe hongroise de Tamás Walter est remontée en fait à la 6e place, parce que Tamás avait été classé 19e de son secteur alors qu'il avait fait 9e. Donc forcément ils ont récupéré 10 points, donc ils sont maintenant classés 6e. Les premiers, ce sont les pêcheurs néerlandais de JWP Service, l'équipe qui avait déjà remporté le championnat du monde l'année dernière en Bulgarie. Mais il va y avoir un match très très serré aujourd'hui avec les Italiens du team Tubertini A, puisqu'il y a quand même, je crois, 4 points de différence entre les deux équipes, donc rien n'est joué. Ça va être encore une fois très serré avec les Néerlandais qui sont évidemment d'excellents pêcheurs au feeder, et en particulier de Brême, les Brême qui sur ce parcours sont très importantes, même si j'ai discuté tout à l'heure avec un des coachs néerlandais, parce que j'ai essayé d'avoir des infos, je vous l'avais promis hier, donc j'ai beaucoup parlé ce matin avec les Néerlandais pour essayer de voir comment ils ont pu faire la différence. Donc ils ont quand même fait hier 3 carpes, hein. Donc c'est quand même assez exceptionnel, parce qu'il m'a dit pendant toute la semaine d'entraînement, on n'a pas du tout fait de carpe. Ils ont pêché que les brèmes. Et hier, pour la première manche, ils ont fait 3 carpes. Est-ce qu'ils vont rééditer cet exploit aujourd'hui? On leur souhaite. Mais en tout cas, les Italiens, eux, ils connaissent très très bien le parcours. L'équipe Tubertini A, avec des champions comme Ferruccio Gaba, qui est un immense champion de pêche au cou et qui fait pour la première fois un championnat au feeder. Donc c'est bien la preuve que quand vous êtes un grand pêcheur, vous restez un grand pêcheur, quelle que soit la technique de pêche utilisée. Donc on va voir un petit peu le tirage au sort. J'ai pris des petites notes ce matin sur donc les équipes qui sont en tête. Je rappelle, donc on a JWP Service, l'équipe hollandaise première, deuxième les Italiens de Tubertinia, troisième le team ASV d'Autriche, qui avait donc déjà fait aussi 5e l'année dernière en Bulgarie, donc une équipe vraiment très performante. Ensuite, on a 2 équipes à nouveau néerlandaises, Preston Innovation Netherlands et Dutch Feeder Squad. Donc 3 équipes néerlandaises présentes ici, et les 3 dans les 5 premiers. Donc grand coup de chapeau à eux. Et puis donc 6e, l'équipe hongroise de Tamás, qui peut encore espérer monter sur le podium. Pour les premières places, ça va être dur quand même d'aller déloger, à mon avis, les Hollandais de JWP Service et les Tubertini A. Alors les Tubertini B ont rétrogradé du coup à la 7e place. Mais il y a une 2e équipe italienne qui est dans le coup. Alors, au niveau des tirages au sort de nos équipes françaises, pour la Gaule lanoise, on a dans le secteur A Manuel Gouilleux. Alors, je vais vous donner à la fois les noms des pêcheurs et les tirages au sort. Donc, pour la Gaule lanoise, dans le secteur A, on a Manuel Gouilleux au A35. Dans le B, c'est Olivier de Frocourt qui sera au B37. Dans le C, c'est Olivier Jelinski qui sera au C26. Dans le D, c'est Julien Thibauville au D39. Et dans le E, c'est Frédéric Fourmy qui sera au E36. Frédéric qui a réussi quand même une manche absolument magnifique hier avec le plus gros score du championnat. Alors certes, il avait une aile, mais quand même, il a fait plus de 14 000 points. Et c'est-à-dire quasiment le double du second. Donc franchement, en plus avec que des brèmes, hein, il n'y a pas eu de carpe ou de mulet, de gros poissons pour venir augmenter son score. Ensuite, pour l'équipe de Rodez, on a dans le secteur A Jérôme Dauchez
qui est au A23. Dans le secteur B, Guillaume Bréja sera au B4. Dans le secteur C, ce sera Michael Letcher au C27. Dans le D, c'est Gaspard Castet qui sera au D19. Et dans le E, où nous nous trouvons en ce moment, ce sera Vincent Hurt au E23. Vincent qui a réussi une place de 4e. Alors lui, il a pris une jolie carte de 2,5 kg hier. Ça a bien aidé, évidemment. Mais enfin, il a fait 4e de son sous-secteur. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelles sont les positions des Français, évidemment, par rapport aux 6 premières équipes au classement général, voir s'il va y avoir des batailles, des choses comme ça. Alors, j'ai pris note de tout ça, et en fait, c'est dans le secteur C où ça va être assez intéressant. Tout d'abord, parce que si vous avez pris note du tirage au sort que je vous ai donné tout à l'heure, vous avez les 2 Français qui sont côte à côte, au 26 et au 27. Donc C26, C27, ce sera Olivier Jelenski qui sera à côté de Michael Letcher. 2 sacrés champions qui vont faire un petit duel fratricide. Et au C28, donc à côté de Michael Letcher, sur sa droite, donc il aura à sa gauche Olivier Jelenski, mais à sa droite, il aura un pêcheur de Tubertini A. Donc franchement, là, ça va être un super match, sans compter qu'au 24, vous avez un pêcheur néerlandais. Pour les autres secteurs, ici, donc on est dans le secteur E, j'ai déjà dit, on a Frédéric Fourmi qui est au 23, pardon, il est au E36, c'est au E23, c'est Vincent Hurt. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce tout à l'heure, il va y avoir l'amorçage de départ, on ira suivre celui du pêcheur hollandais, du JWP Service, parce qu'on va essayer quand même de comprendre pourquoi ces Hollandais sont encore devant sur ce championnat du monde, se permettent même d'être devant les pêcheurs locaux et les champions italiens du Tibertinia. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas mal discuté avec eux, et j'ai surtout été à côté d'eux pendant la préparation des amorces et des éches, donc je peux vous dire exactement ce qu'utilisent les pêcheurs hollandais. Donc en termes d'éches, il n'y a pas de choses extraordinaires. Ils ont 1 demi-litre de fouillis, 1 demi-litre de castor, 1 demi-litre de verre, un quart de litre de pinky mort, rouge, et quelques asticots blancs, des gozzers vivants pour l'hameçon, vraiment une pincée. Voilà, donc au niveau des éches, ils ont à peu près, on va dire, comme tout le monde. En revanche, au niveau des amorces, c'est vrai que hier, on a beaucoup parlé des amorces noires. C'est pas du tout ce qu'utilisent les pêcheurs de JWP Service. Ils ont en fait une amorce, alors ils n'ont pas beaucoup de quantité, hein. Ils ont, c'est 15 litres normalement d'autorisé, mais ils ont à peu près 10 litres hein, en tout. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir les 15 litres maximum. Donc ils ont de l'amorce, alors pas du tout noire, contrairement à beaucoup d'équipes, y compris les Italiens, parce que les Italiens qui sont pas loin, j'ai regardé aussi, eux ont une amorce noire. En revanche, les Hollandais ont une amorce plutôt beige jaunâtre. Hein. Ça nous rappelle un peu ce que nous ont fait d'ailleurs les Belges à Rieux, où ils avaient aussi une amorce un peu beige jaunâtre, alors que la plupart des autres nations avaient des amorces noires. Et puis, ils ont de la terre, les Hollandais, et une terre de somme. Alors ça, c'est la même chose par contre que les Italiens. Les Italiens ont une amorce noire, mais par contre, ils ont de la terre de somme. Alors que j'ai vu beaucoup d'autres équipes avoir des terres également noires, voire des terres de rivière, voire de la double terre, enfin des mélanges sombres, que ce soit l'amorce ou les terres, la plupart des équipes ont des mélanges sombres. Mais si on regarde donc les Hollandais qui sont premiers et les Italiens qui sont seconds, on a les Hollandais avec une amorce claire, même plutôt jaune, et de la terre de somme, donc nuageante et plutôt claire, alors que les Italiens ont une amorce quasiment noire, mais par contre, ils gardent de la terre de somme claire et nuageante. Donc on peut penser qu'ils utilisent cette terre de somme non pas en la mélangeant à l'amorce noire, mais bien séparément pour faire un nuage pour les pêches de plaquettes. Alors en termes de distance, on va voir tout à l'heure, puisqu'on va suivre l'amorçage de départ, comme je l'ai dit, du pêcheur néerlandais qui est au numéro 40, donc il n'est pas très loin, on va prendre la caméra puis on va aller suivre là-bas.
On verra donc plusieurs choses. On va voir combien il va mettre d'amorce. On essaiera de voir ce qu'il peut mettre dedans dans le feeder, même si c'est pas toujours facile de voir si c'est du fouillis ou des cassères, puisque c'est dans des bouchons d'amorce. Et surtout voir les distances de pêche. Alors, moi j'étais derrière lui quand il a commencé à préparer son matériel. C'est simple, il avait donc les piquets de distance pour régler sa distance de pêche. Il a monté 3 cannes pour pêcher la bordure et c'était à 12 mètres. C'était réglé à 12 mètres. Donc si on considère qu'il y a 3 ou 4 mètres de fond, ça veut dire qu'il va pêcher 8 mètres, peut-être 9 maximum, entre 8 et 9 mètres pour ces petites plaquettes. En revanche, il a gardé ces 3 cannes montées donc pour cette pêche de bordure, mais à une demi-heure du début de la compétition, il n'avait toujours pas monté les autres cannes. Donc on va aller suivre un petit peu son amorçage, on va y aller là maintenant, et comme ça on verra s'il a monté d'autres cannes, et puis surtout à quelles autres distances il compte pêcher. Donc on va y aller, et puis je vais continuer à vous parler un petit peu des Français, de leur tirage au sort. Alors, allons-y. Non. Alors. Alors, voilà, vous voyez qu'il fait beau aujourd'hui. Alors, au niveau du canal, au niveau du courant, c'est difficile à dire s'il y a plus de courant qu'hier parce que, évidemment, il y a un peu plus, il y a du vent, donc c'est pas trop facile de voir le courant. Mais en tout cas, le niveau du canal est à peu près le même qu'hier. Donc, il n'y a pas eu de variation de niveau importante. On dirait qu'il y a un tout petit peu plus de courant qu'hier, mais c'est pas évident. C'est pas évident en regardant le canal. Peut-être un tout petit peu plus de courant qu'hier. Alors nous voilà derrière le pêcheur néerlandais que vous voyez ici, là, avec son coach. Son coach n'est autre que le père de Aaron Jensing. Donc, alors vous voyez ces cannes, je regarde, il n'y a toujours que ces 3 cannes, à croire qu'il va nous monter que 3 cannes. Je serais quand même surpris qu'il fasse qu'une seule pêche en bordure, mais bon, c'est possible. On va s'en rapprocher, hein. Et donc on va suivre d'ici 5-10 minutes, il y aura l'amorçage de départ. Alors je vais redonner quand même le tirage au sort des Français parce que je sais que vous arrivez au fur et à mesure, c'est tôt pour un dimanche et puis vous devez faire votre devoir civique, j'imagine, donc tout le monde n'est pas là forcément à 9h30. Alors, je rappelle le tirage au sort pour la Gaule-Lannoise, ce sera dans le secteur A au numéro 35 Manuel Gouilleux, dans le secteur B ce sera au numéro 37 Olivier Defrocourt, dans le secteur C ce sera Olivier Jelenski au numéro 26. Dans le secteur D, ce sera Julien Thibauville au numéro D39. Et dans le secteur E, c'est à nouveau Frédéric Fourmy au numéro E36. Donc il n'est pas très très loin quand même de notre pêcheur belge. Là, il est à 4 places. Pour l'équipe de Rodez, dans le secteur A, ce sera Jérôme Dauchez au A23. Dans le secteur B, c'est Guillaume Bréja qui sera au B4. Dans le secteur C, c'est Michael Letcher qui sera au 27, à côté donc d'Olivier Jelenski et à côté, à sa droite, du pêcheur italien. Dans le secteur D, c'est Gaspard Castet qui sera au D19. Et dans le E, ce sera Vincent Hurt qui sera au E23. Alors voilà, vous voyez que le pêcheur néerlandais est en train de couper les vers. Donc comme je l'ai dit, ils avaient prévu un demi-litre, hein, c'est le maximum de toute façon autorisé par le règlement international. Ils ont le droit à un demi-litre de verre et un demi-litre de fouillis. Donc ils ont pris les doses maximales de ces 2 types d'èches. Et en plus un demi-litre donc de castor et un petit peu de pinky mort rouge. Et quelques asticots blancs, comme je l'ai dit, pour l'hameçon. Alors au niveau des tirages au sort, est-ce que le tirage au sort des Français est bon? Si on regarde les résultats réalisés sur leur place hier, je dirais que non.
hein, que ce soit la Gaule lanoise ou Rodez, ils n'ont pas vraiment hérité de places où il y a eu de très bons résultats. Alors la seule place où il y a eu un résultat, paradoxalement, c'est celle où va se trouver Julien Thibauville, qui sera au D39. Et hier, c'était Vincent Hurt qui était à cette place. Donc il prend la place d'un Français qui avait plutôt bien réussi, puisque Vincent avait fait quatrième, avait pris une carpe de 2,5 kg. Sinon, pour les autres, Manuel Gouilleux tombe à une place où c'était un Roumain hier qui a fait 18e. Olivier de Frocourt tombe à une place où c'était un Bulgare hier qui a fait 20e. Olivier Jensky tombe à la même place que Michael Lecher hier, qui a fait 17e. Et Frédéric Fourmy, lui, bon, ça va, il tombe à une place où un Allemand avait fait 4e. Donc il peut espérer se battre, même si ça sera difficile pour lui de lutter avec les plus gros numéros. Pour Rodez, Jérôme Dauchez tombe à une place où un Allemand avait fait 20e hier. Guillaume Breja, où un Hongrois, fait 14e. Michael Lecher tombe à une place où un Roumain avait fait 12e. Gaspard Castet, un Suédois, 15e. Et Vincent Hurt, un Croate, 19e. Donc autant vous dire que niveau du tirage, en tout cas sur le papier, c'est pas forcément folichon. Donc de toute façon, aujourd'hui, faut être clair, les Français n'ont aucune chance de monter maintenant sur le podium. Alors, ça n'empêche qu'il faut essayer de faire une belle manche pour essayer de remonter et montrer qu'on a compris des choses. Les championnats du monde, c'est ça aussi. C'est encore une année de plus pour eux d'apprentissage de ces épreuves. Mais une chose est sûre, c'est que devant, on a les meilleures équipes. Encore une fois, on a 3 équipes néerlandaises présentes ici. Il y en a 3 dans les 5 premières, plus les 2 équipes italiennes qu'on attendait, puisque quand même, pour une fois, on ne s'est pas trop trompé dans nos pronostics avec Jean-François, on les avait annoncés. Et puis vous avez l'équipe de Tamash qui est toujours là, qui depuis 2 ans a des médailles dans les championnats du monde feeder. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose. C'était pas que la réussite de prendre un mulet ou de prendre une carpe. Il y a une chose certaine, c'est que les Néerlandais arrivent à prendre des brèmes en taille moyenne plus importante que les autres. Alors ils ont pris des carpes hier, très bien, mais si on regarde la taille moyenne des brèmes qu'ils prennent, ils n'ont pas trop ces petites plaquettes là de 30 grammes, 40 grammes qui ne servent pas à grand chose au final. Eux, ils arrivent à prendre des poissons qui font 200-300 grammes. Alors, vous voyez que, en fait, j'ai été mauvaise langue. Visiblement, il est parti pour faire une pêche uniquement au bord. Il a que ces 3 cannes de montée et ces 3 cannes pour la pêche en bordure. On voit, il suffit de regarder un peu le type de cannes qui sont montées. C'est des petites cannes toutes fines avec des sions qui doivent faire 3/4 de once, un demi-once. Voilà, c'est monté en tresse avec des tout petits feeders d'une vingtaine de grammes. Alors pour les feeders, c'est monté sur des potences courtes, des potences qui font à peu près 5 cm. Donc pas de montage à plat, c'est vraiment, on est sur du montage pour les pêches de plaquettes, quoi. Petite potence de 5 cm. Ensuite, en type de feeder, il y a 2 feeders exactement ouverts en plastique, corps plastique, comme je l'ai expliqué hier, pour pouvoir amener du fouillis et des èches sur le fond sans en perdre en cours de route, parce qu'il y a quand même 3-4 mètres d'eau. Et puis un petit cache feeder métallique. Voilà. Donc en fait, il a monté 3 cannes. Il n'a pas monté du tout 0 canne pour pêcher au large. Alors vous me direz que lui, il est sur une zone comme Frédéric Fourmy hier, vous voyez. Je vais vous montrer un peu au large. Vous voyez qu'au large, ici, on ne peut pas se dire je vais pêcher la berge d'en face, parce que c'est un grand large. Donc effectivement, il n'a pas cette pêche qu'on peut avoir ailleurs dans le canal, où il est possible de prendre du poisson à ras de la berge d'en face. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il ne s'embête pas à vouloir pêcher au large. Mais par contre, ça veut dire qu'il ne va pas pratiquer du tout la pêche à mi-distance, où on a vu hier quand même des pêcheurs prendre quelques poissons à une vingtaine de mètres. Donc voilà. Et en tout cas, ça veut dire qu'ils sont sûrs de leur stratégie. Uniquement une pêche en bordure, 3 cannes de montée, pêche à la tresse, montage en potence, 2 petits feeders plastiques ouverts, un petit cache feeder.
Et il n'y a même pas de canne d'amorçage, hein. Vous voyez qu'il va amorcer au départ uniquement avec sa petite canne. Vous voyez que l'amorce est quand même beaucoup plus claire que la plupart des pêcheurs. Donc voilà l'amorçage. Donc je vous l'ai dit, la canne elle était réglée à 12 mètres, hein, puisque avec les pics, c'est relativement facile de savoir à quelle distance les pêcheurs pratiquent. Alors donc, pas de canne d'amorçage, vous voyez qu'il ne met pas du tout une grosse quantité d'amorçage au départ, il se contente de son petit feeder de 20 grammes, là, c'est un tout petit cache feeder en métal, donc il ne va pas vraiment beaucoup amorcer, hein. On va dire que c'est comme s'il pratiquait une pêche de rappel. Hop, voilà. Pêche à 12 mètres. Une seule distance de pêche. Et voilà. Et pas de gros amorçoirs au départ. Donc là, je sais pas, on n'arrive pas à voir exactement ce qu'il met, hein. En tout cas, il prend pas d'èche, il prend uniquement l'amorce. Donc, est-ce qu'il a déjà mélangé des èches dans son amorce? Ça, on peut pas voir. Vous voyez que c'est protégé dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend pas de l'amorce et puis des èches et puis qu'il fait des bouchons ou des choses comme ça. Il se contente de prendre dans son bac d'amorce, où il a peut-être mis un peu de fouillis, mais à regarder le feeder là, quand il lance, vous pouvez pas trop voir, mais moi je vois un peu mieux quand même, je suis pas très loin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'èche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'èche. Est-ce que c'est de l'amorce d'ailleurs ou est-ce que c'est de la terre? Je vais essayer de me positionner un peu mieux. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'èche du tout dans ce qu'il met au départ. C'est uniquement de l'amorce ou même de la terre. En tout cas, c'est la même couleur que la terre de Somme. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment un mode d'amorçage qui est très différent des autres. Il n'y a pas d'amorçage lourd. Juste le petit feeder et pas d'èche dans l'amorce ou la terre au départ. Alors on va peut-être marcher un petit peu, je vais en profiter pour vous montrer Frédéric, parce qu'il est un tout petit peu plus loin. Là on a vu quand même ce qui était intéressant pour moi au niveau du pêcheur néerlandais. Très intéressant leur stratégie, assez différente. Ah bah tiens, ici on a le pêcheur italien, on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il a fini d'amorcer, parce que après il prend une autre canne. Alors lui, il a monté déjà beaucoup plus de cannes par rapport au pêcheur néerlandais. Et visiblement, il a déjà fini d'amorcer, lui. Donc il a 6 cannes. Et la plupart sont quand même pour des pêches de petits poissons. On voit les sillons très fins. Mais il a quand même une canne beaucoup plus puissante. Tout à l'heure, on l'a vu lancer un plomb pour sonder à facile 60-70 mètres. Donc je pense qu'il aura peut-être une seconde distance de pêche, contrairement aux néerlandais. Et puis bon, on va aller voir quand même Frédéric, soyons un peu chauvins. Donc on va aller voir Frédéric Fourmi, qui est donc pas très loin, il est au 36. Donc il est au 36. Au 38, on a l'italien de Tubertini Team B. Et puis au 40, le pêcheur hollandais de JWC Service. Donc des modes d'amorçage assez différents. Vous voyez que pour Frédéric, il y a une canne spécifique d'amorçage. Et on utilise un gros feeder. C'est une technique qu'on utilise beaucoup en France. Mais vous voyez que c'est quand même différent de ce qu'ont fait les Néerlandais, qui ont la main beaucoup plus légère à l'amorçage au départ. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Là, ici, on a un amorçage. Alors par contre, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les Français, ils ont aussi une amorce claire. Là, Frédéric, il met le même type d'amorce, en tout cas en termes de couleur, que le pêcheur néerlandais. Contrairement aux Italiens qui sont restés sur une amorce noire. Donc, et vous voyez que l'amorçage, en tout cas du Français, est beaucoup plus massif. C'est un gros feeder spécifique. Voilà. Et il y a un deuxième coup qui est à quoi
20-22 mètres. C'est à peu près la même distance d'amorçage et de pêche que ce qu'il nous a fait hier. Bon, ça lui a réussi, hein. Encore une fois, il a réussi le plus gros score de la Manche hier avec plus de 14 000 points. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si on a le temps d'aller voir Vincent qui est un petit peu plus loin. Donc on va rester derrière Frédéric pour l'amorçage. Et puis on regardera le début de la pêche derrière Vincent tout à l'heure. Comme ça, on aura vu un petit peu tout le monde. On aura vu l'amorçage principalement du Hollandais qui était quand même très intéressant. Très intéressant. Pas d'èche du tout dans l'amorce au départ et uniquement des tout petits feeders et une seule distance de pêche. C'est franchement assez impressionnant au niveau de la confiance. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font et ils sont très confiants. On verra s'ils ont eu raison en fin de manche. Mais on a bien fait de regarder l'amorçage des Hollandais parce que on a vu vraiment une stratégie très différente de celle des autres nations et en particulier des Français. Donc c'est peut-être là que ça se joue. Des fois c'est uniquement l'amorçage de départ que déjà vous savez si vous avez des chances ou pas. Donc vous voyez que Frédéric continue à amorcer, donc il met quand même une assez grosse quantité d'amorce au départ. Oui, c'est les mêmes distances de pêche que ce qu'il nous a fait hier avec sa pêche de bordure et une deuxième distance autour des 20-22 mètres. Ah, je vois que nos amis géorgiens sont de nouveau à l'attaque. Alors, donc l'amorçage de départ, c'est 10 minutes. Hein. Il faut bien ça, parce que quand même avec un feeder, c'est un peu lent. Enfin, bon, vous me direz, pour le Hollandais, ça a été plus rapide. Il se contente de jeter son petit feeder. Et puis on va donc aller suivre le début de la manche derrière Vincent Hurt, qui, je le rappelle, a fait 4e hier. Donc ici, vous avez quand même Vincent qui a fait 4e, vous avez Frédéric Fourmy qui a fait 1er, vous avez l'Italien qui a fait 1er aussi de son secteur hier, et vous avez le Hollandais qui a fait 2e du secteur hier. Donc le secteur E est assez relevé. Il va y avoir normalement de belles batailles. Alors on va continuer un petit peu par là, et on va aller voir maintenant Vincent. Alors, hop, vous voyez que le vent est un peu en train de se calmer, j'ai l'impression. On sent les rayons du soleil qui commencent à chauffer, ça nous fait un peu de bien par rapport à hier. Et on s'approche tout doucement de Vincent, qui est au numéro, je me souviens plus, il est au combien Vincent ? Vincent, il est au numéro 23. Non, il y a quand même un peu de trotte. Bah écoutez, hein, on va marcher le long, comme ça on va vous faire profiter un petit peu de ce 5e championnat du monde des clubs feeder. Effectivement, non, en fait, maintenant que le vent se calme, on peut voir qu'il n'y a pas de courant, c'est un peu comme hier, c'est morning, c'est un peu calme. Donc c'est pas très encourageant pour la pêche, puisque quand même, je pense qu'hier, le fait qu'il y ait eu l'absence de courant et de mouvement d'eau n'a pas incité les poissons à mordre. Alors, on en est au numéro 30, donc encore 7 numéros. Vous voyez que c'est quand même une bonne petite marche, hein, 43 nations, 5 secteurs. Vous faites presque vos 10 km dans la journée quand vous suivez un championnat du monde. C'est du sport aussi d'être journaliste pour suivre les championnats du monde. Il n'y a pas que les pêcheurs qui sont des sportifs. Alors, nous y voici, le 27. Bonjour à tout le monde. On approche tout doucement. Hello. Alors, le 25, voilà, donc Vincent, je le vois là, avec son matériel gourou et sa casquette blanche. Eh ben écoutez, voilà, vous entendez la sonnerie,
Donc c'est les débuts de cette seconde manche. Encore une fois, les Français n'ont plus grand chose à attendre, si ce n'est de montrer que ils ont compris des choses et que aujourd'hui ils vont être capables de rivaliser avec les meilleurs. Alors, voilà, on va suivre un petit peu Vincent pendant le début de cette seconde manche. Comme ça, on aura vraiment vu un peu tout le monde. Voilà. Donc il attaque visiblement en bordure avec sa petite canne fine. Un sion sûrement un demi-once. Hein. La plupart des pêcheurs pour ces pêches de bordure utilisent des sions carbone plein, un demi-once. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en général des montages avec une potence hein, pour la sensibilité. C'est toujours sur des petits poissons comme ça, enfin en tout cas sur des brèmes qui sont toujours un peu difficiles à prendre au verre de vase. Il y a intérêt à avoir un montage en potence qui est plus sensible qu'un montage à plat classique. Et puis une ligne en tresse directe, il n'y a pas besoin de tête de ligne puisque la pêche se pratique pas loin. En général, on utilise une tête de ligne comme un arraché en fait parce qu'on doit forcer pour lancer loin et c'est toujours mieux d'avoir un morceau de nylon en 24-26 centièmes. Oh, je viens de voir la touche. Je sais pas, ouais, ça a été une touche. À côté, il y a un premier poisson. Alors, voyez, il y a un premier poisson à droite. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et puis on va vous faire vivre un petit peu ces premières minutes de cette deuxième manche. Sinon, au niveau du programme, ce sera toujours la même chose. On fera un point à 12h30. Alors on fera ce point dans le secteur C comme on l'a fait hier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le secteur C il va être d'autant plus intéressant qu'il va y avoir de grosses bagarres. Et en particulier une bagarre franco-française entre Olivier Gianski et Michael Letcher qui sont côte à côte dans le secteur C. Donc on se mettra là, comme ça sera parfait pour faire le point à la mi-temps. On aura les infos des deux coachs. Et à côté de Michael Letcher, donc à sa droite, il aura aussi un pêcheur italien de Tubertini A qui est l'équipe classée deuxième actuellement de ce championnat du monde. Donc soyez bien là à midi et demi. Alors effectivement, midi et demi, c'est un petit peu l'heure de l'apéro ou du déjeuner, mais bon, essayez de vous libérer un petit peu pour suivre le point à la mi-temps. Sinon, il y a toujours le replay pour regarder les vidéos dans l'après-midi. Ensuite, donc 12h30. Ensuite, on prendra normalement la ligne, l'antenne à 14h30. Ah, voilà, un premier poisson pour Vincent. Ça là, c'est une jolie plaquette. Donc, vous voyez, c'est une pêche vraiment fine, technique, en bordure. Alors, il pêche. Ah, mince, c'est décroché. Il pêche avec un petit feeder plastique, hein, les mêmes raisons que pour le pêcheur hollandais, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le petit feeder plastique qui protège bien les appâts pour être sûr qu'ils arrivent sur le fond sans se disperser en traversant la couche d'eau. Donc, ce que je disais, c'est que à la fin de la manche, vers 14h30, donc à une demi-heure de la fin de la manche, on reprendra l'antenne pour vous faire vivre la fin de la seconde manche et puis une partie de la pesée. Alors on ira à nouveau sûrement dans le secteur A comme on l'a fait hier en espérant qu'il n'y aura pas la tempête de vent comme hier. Et puis ensuite, normalement, la remise des prix est prévue à 19h, donc on prendra l'antenne à ce moment-là pour vous faire vivre la remise des trophées, en sachant que jusqu'à maintenant, il y a eu quand même quelques ratés, on va dire, dans l'organisation. Donc c'est pour sûr que ça commence vraiment à 19h. Donc on vous mettra un petit message pour vous prévenir à l'heure à laquelle se déroulera la remise des prix. Donc on reste encore un petit peu, on va attendre le premier poisson de Vincent quand même avant de vous laisser et puis de continuer notre petit périple le long de ce canal Bianco. Hop, les touches sont assez violentes. Il faut avouer que la tresse pour ça, encore, c'est dommage. Elles ne sont pas faciles à piquer, hein, ça reste des plaquettes.
cas, il y a de l'activité. Ça veut dire qu'il y a du poisson qui est rentré sur le parcours. Alors, des fois, c'est aussi des poissons qui tapent dans le fil, hein. Ça arrive assez souvent au feeder, puisque vous avez la bannière quand même qui est juste à proximité du feeder. Donc les poissons, surtout des petits poissons comme ça, ils sont actifs, ils bougent. Donc en venant se bagarrer pour attraper les petites particules d'amorce ou les petites èches, le fouillis qui sort du feeder, bah, ça leur arrive quand même de se cogner dans la bannière. Et forcément, ça fait toujours impressionnante, sèche, et vous ferez malheureusement dans le vide. Bon, je regarde en même temps ce qui se passe un peu à droite, à gauche. Je vois pas une activité folle, donc on est parti à peu près sur les mêmes bases qu'hier, je dirais. Au niveau de la difficulté de la pêche, on pouvait espérer qu'aujourd'hui il y ait peut-être un peu plus de courant, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et donc, va falloir s'attendre à une pêche a priori aussi difficile qu'hier. Alors, à droite de Vincent, là, je vois qu'il y a un poisson. C'est notre pêcheur irlandais d'hier qu'on a vu, qui avait fait une jolie pêche hier. Et bon, par contre, il avait pris que des petites brèmes. Là, elle n'est pas vilaine. C'est un poisson qui doit bien faire dans les 300. Un pêcheur irlandais, oui, 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 c'est une jolie brème. Enfin, une jolie plaquette. Alors, on repivote sur Vincent. Il n'aurait pas loupé son premier poisson quand même. Pour l'instant, on a vu quelques touches, mais des ferrages dans le vide. Des touches très très marquées, très violentes. Donc je me demande si c'est vraiment pas des fausses touches en fait. Et vous voyez que tout le monde à peu près démarre sur la pêche en bordure. Je vois personne pratiquer une pêche au large pour l'instant. Essayer de me rapprocher encore un peu, mais je ne peux pas descendre parce que déjà la pente est assez raide. Et puis de toute façon, on n'a pas le droit de rentrer dans le box des pêcheurs. Seul le capitaine de chaque équipe a le droit de descendre voir son pêcheur pour lui donner des infos ou des conseils en cours de pêche. Nous, on a le droit d'être comme ça à l'extérieur, éventuellement de descendre parfois. Ah, là, ça c'est le premier poisson. Ça a l'air pas vilain en plus. Je pense que c'est une jolie plaquette, un peu plus grosse que celle qu'il a décrochée tout à l'heure. J'espère que vous loupez des crochets loupés. Oui. Et non mais là ça a l'air un peu plus gros, hein, peut-être un peu. Voilà, c'est une jolie plaquette. La première plaquette de Vincent, voilà qui met en confiance. C'est un poisson qui fait 200-250 points. Peut-être un tout petit peu plus petite que celle de l'Irlandais d'à côté, mais ça y est, c'est parti pour les Français et pour Vincent Hurt, qui, je rappelle quand même, hier a fait 4e en prenant une jolie carpe. Voilà, alors je vais vous faire un petit mouvement de caméra pour vous montrer quand même le parcours. Vous voyez que c'est un canal vraiment parfaitement droit, donc le lieu idéal pour la compétition. Alors, encore une fois, on peut être déçu peut-être un peu par les scores qu'il y a pu avoir hier, mais c'est un canal qui est poissonneux. Seulement, il est tributaire des mouvements d'eau, des marées, du vent, de la météo. Enfin, et donc, ça a rendu la pêche beaucoup plus difficile que prévu. Voilà, donc on a suivi le début de cette première manche. On y a vu des choses quand même très intéressantes. Je vous ai bien montré quand même la différence de stratégie des Hollandais pour l'amorçage de départ. Pas de gros feeder, une seule distance de pêche, en tout cas pour ce secteur-là, hein, parce que peut-être que sur les autres secteurs où il est possible de pratiquer une pêche près de la berge d'en face, peut-être qu'ils l'ont effectué. En tout cas, le pêcheur dans ce secteur, il s'est contenté d'un seul amorçage à 12 mètres du bord, pas d'autre ligne, il a monté que 3 cannes et il n'a pas du tout amorcé avec des gros feeders. Il s'est contenté d'amorcer avec son tout petit feeder avec lequel il va pêcher pendant toute la manche. Et voilà un deuxième poisson. Ah, il n'est pas bien gros, mais c'est un deuxième poisson. Et surtout, pas d'èche dans l'amorce
au départ. Voilà, on va continuer notre petit périple le long du canal. On va essayer d'avoir d'autres infos et puis on vous donne rendez-vous tout à l'heure sur le secteur C, derrière les 2 pêcheurs français qui sont côte à côte avec les coachs pour faire un point à la mi-temps. Merci à tous et à tout à l'heure.